Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Axis Consultant, dont le sujet est comment sensibiliser les managers sur l'apport de la data pour se réinventer. Voilà un beau sujet que je souhaite traiter avec vous dans 45 minutes et j'espère que voilà, vous serez intéressés et accrochés par la thématique. Alors avant de commencer, moi je m'appelle Terence Intawong. Je travaille pour le cabinet Axis Consultant, qui est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. Voilà, on est un acteur majeur sur la place du conseil avec 230 consultants et nous réalisons un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros au travers de 4 expertises et practices qui sont les achats, la finance, qui est un cœur historique de nos expertises, ainsi que la data et la digital performance, et vraiment tout un volet transformation organisationnelle et change management. Moi, ça fait 14 ans que j'évolue dans ce cabinet et le retour d'expérience que je vais vous faire se situe à la frontière entre nos practices data et celles de change management. N'oublions pas nos filiales Neosite et Axis Odyssey. Donc Odyssey qui voyage, c'est du travel management, et Neosite, ce sont des expertises sur tout ce qui est domaine SAP. Nous avons aussi un Labia qui nous permet d'expérimenter des filières autour de l'intelligence artificielle et du management, ainsi que la Data Change Factory, qui est notre task force sur la communication digitale. Alors, le sujet du jour, c'est de vous faire un retour d'expérience et de partager des apprentissages et des astuces concrètes pour améliorer les pratiques de mobilisation managériale autour d'un sujet là, pour les missions sur lesquelles je m'appuie, autour de la data. Et j'aimerais bien qu'à l'issue de ce retour d'expérience, vous soyez encouragés à oser des formats d'innovation collective et de mobilisation. Alors, pour interagir, et comme le sujet est assez vaste, on va utiliser et tester avec ma collaboratrice et facilitatrice Caroline la technique du sondage sur Webikeo. Donc, on vous envoie un premier sondage. Il faut cliquer donc sur la fenêtre en haut à droite, en dessous du chat. Et je vais vous demander si ce qui vous intéresse le plus, c'est la partie mobilisation des équipes ou bien la partie innovation, réinvention de vos offres de services. Voilà, je vous en prie, prenez 30 secondes pour y répondre, c'est intéressant. Et donc, pour répondre à ces objectifs, je vais rapidement vous présenter le contexte des missions et puis vous faire un retour sur quelques méthodes qui ont porté leurs fruits et qu'on trouve intéressant à vous exposer, notamment sur la philosophie du cadrage de telles démarches, les méthodes de mobilisation, quelques outils de restitution qui ont fait mouche auprès de notre public, et aussi vous partager quelques écueils et difficultés rencontrées lors de ces démarches. Alors, Caroline, a-t-on un premier retour sur le sondage? Tout à fait, nous avons des réponses. D'accord. Donc, on s'aperçoit que vous êtes plutôt en attente, en effet, sur ces représentations. Et donc, ça devrait vous intéresser. Oui, à 17%, non, 67% et 17% des participants qui ont voté blanc. Merci, Caroline. Alors, le contexte des missions. Très rapidement, tout en restant discret, nous avons une organisation qui est dans le secteur de l'automobile, donc un secteur en plein chamboulement, très concurrencé par les plateformes en ligne et le changement de comportement autour de l'usage du véhicule, les véhicules électriques, les véhicules autonomes, l'arrivée de l'occasion, l'autopartage, sans parler actuellement de la crise des semi-conducteurs. Et on a aussi un autre contexte qui est plutôt dans le cosmétique et le bien-être, avec une entreprise
qui souhaite être une entreprise à mission et donc mettre les enjeux de la RSE au centre de ses activités. Et dans ces deux cas, les entreprises doivent se réinventer et elles veulent vraiment utiliser et capitaliser sur le patrimoine de leurs données d'entreprise pour appuyer ces démarches de réinvention. Ce sont des entreprises leaders et plutôt bien installées, mais dont le top management a des convictions et des ambitions des fois assez mal partagées ou dont le management a le sentiment qu'elles sont pas toujours très claires en fait dans leur expression. Et dans ces cas, la culture de la data et ou de la data sur la RSE, elle est plutôt disparate. Voilà. Et ces transformations d'activité, mais aussi en introduisant la notion de données, ça peut représenter vraiment un choc culturel auprès des équipes. Donc, tout ça s'est effectué aussi en période de Covid, avec de la distanciation et de la difficulté aussi à rassembler les équipes. Mais je suis plutôt à l'heure et donc je vais vous parler de la philosophie de cadrage de ces démarches. Alors pourquoi je vous parle de philosophie et de cadrage? Tout simplement parce que, voilà, avant de se lancer dans une mission de mobilisation et de design de parcours pédagogique, bien sûr, on prévoit euh, euh, des livrables, un planning d'intervention, des équipes à mobiliser, on présente différentes démarches. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, mais souvent, on oublie un point assez important autour de l'approche et de la philosophie qui doit se dérouler dans ces cadrages. Et donc, c'est ce point-là que je veux vous mettre en exergue. Alors, déjà, à partir du moment où on souhaite générer de la mobilisation, de l'engagement, il faut rentrer dans une logique où on met l'humain au centre de la réflexion. L'idée, c'est d'agir sur une matière qui est l'humain. Et souvent, on se retrouve confronté à un problème de logique où l'interlocuteur, le sponsor, les personnes en interne qui commanditent ce type de démarche raisonnent plutôt production. Donc, il faut raisonner plutôt humain et non production. Alors, concrètement, quel est le type de questionnement qu'il faut changer en soi? Sur une logique de production, à gauche, les gens vont s'intéresser plutôt à ce type de questions. De quoi va-t-on parler? Que faut-il produire? Quel est le taux de satisfaction, de motivation de mes équipes? Que doit-on utiliser comme support pour les embarquer? Vous voyez, ils sont vraiment dans cette logique-là, assez classique, hein, que beaucoup avons. Et la logique humaine, c'est plutôt de poser l'approche en ces termes. Où en sont les managers? Que pensent-ils de la data? Sont-ils d'accord avec les enjeux? Qu'est-ce qu'ils ont déjà et qu'est-ce qui leur manque actuellement? Donc, il y a vraiment un exercice de changer l'orientation du questionnement pour remettre l'humain au centre de la démarche. Ensuite, il y a un point qui m'a semblé intéressant et qui a souvent interpellé nos interlocuteurs, qui consistait à bien définir un enjeu et de prendre de la hauteur. On raisonne souvent dans une logique d'objectif et l'enjeu se positionne un peu au-dessus et c'est vraiment une boussole, un guide qu'on oublie d'exploiter. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est en jeu dans cette démarche? Et les objectifs ont plutôt une dimension opérationnelle et doivent être atteints, quantifiés, mesurables, ils doivent être smart, mais l'enjeu est quelque chose de plus haut vers lequel on progresse. Alors, je vous ai donné quelques exemples d'enjeux voilà, qui ne sont pas des objectifs de fait. Les enjeux, on peut les formuler sous le sens il faut ramer dans le même sens, il faut qu'on puisse stimuler notre créativité,
où on doit développer des convictions sur, par exemple, l'utilité de la donnée. Alors que l'objectif, ce sera de définir une ambition à date ou à 3 ans, de produire des idées neuves sur des offres de services, un certain nombre d'idées neuves, par exemple, ou de connaître les différentes typologies de données. Donc, on va s'efforcer de faire émerger un enjeu de la démarche à construire. Ensuite, un conseil, une approche qui est intéressante et que je partage avec vous et qu'on n'utilise pas tout le temps, qui est en tout cas dans ce type de mission, c'est un canevas qui va justement s'appuyer sur l'enjeu qui est à définir et qui va ensuite s'attacher à une chose très importante, qui est de se dire en bas à gauche, on a un groupe, là un groupe de managers, un groupe managérial, qui est dans un état humain qu'on va essayer de qualifier, de définir. Et au bout d'un certain parcours qu'on va construire, on cherche à le faire arriver à un certain autre état. Et voyez, la boussole qui va le faire cheminer, c'est l'enjeu. Et ce qui fait que l'humain est au centre de la démarche, qui est le flow, c'est qu'à un moment, on va définir un point d'arrivée, un point de départ qui est centré autour de l'humain, qui est l'état de ce groupe. On va aussi apprendre à identifier des risques autour de notre groupe sur qu'est-ce qui risque d'angoisser mon groupe dans ce cheminement et qu'est-ce qui risque de l'ennuyer aussi. Donc voilà, ça c'est un outil de cadrage que j'utilise et qui nous force, un peu comme on s'est forcé aussi à se poser des questions autour de l'humain et à définir un enjeu, à rentrer dans une approche qui est vraiment cadrée de façon simple. Alors là, je vais vous donner rapidement quelques exemples c'est très synthétique à quoi ça peut ressembler, mais ça pourrait être, par exemple, l'idée qu'on souhaite construire une démarche qui, au final, renforce l'adhésion au projet de transformation de data. On a un groupe qui est détaché vis-à-vis de ses enjeux, qui a besoin de sens et qui peut être dans une période où il est un peu désorienté et stressé. Quand on voit le contexte sectoriel de certains clients, ça peut arriver. Et l'état d'arrivée, ça serait que suite à ce parcours à construire, on le sent reconnecté aux initiatives, plus confiant et engagé, qu'il a un vécu mémorable et utile aussi de ce moment. Ce qui peut l'angoisser, c'est qu'on le fasse travailler sur la stratégie de l'entreprise, alors qu'il se sent très éloigné et pas compétent, expert pour y contribuer. Et aussi, ce qui peut l'angoisser, c'est de se dire ah, bon, on va vouloir me mobiliser sur la donnée, mais je ne connais rien à la donnée. C'est vraiment un domaine sur lequel je suis éloigné. Ce qui peut l'ennuyer, c'est qu'on se perde dans des détails techniques de la donnée ou qu'il se sente assez peu concerné à son niveau et puis aussi qu'on construise des formats où il soit trop passif. Alors évidemment qu'on construit ça de façon avec le client. En général, voilà, c'est une séance qui peut durer 2-3 heures sur lequel vraiment le contenu est beaucoup plus riche, évidemment. Et là, voilà un exemple très simplifié de parcours de sensibilisation dans lequel on donne la tonalité des différentes étapes. De passer d'un individuel à un collectif et ce collectif chemine ensemble pour découvrir un cadre de réflexion qui le challenge sur la donnée et aussi qui puisse l'initier à la découverte d'initiatives sur la réinvention d'offres, de services ou d'activités et qui peut aussi s'ouvrir sur un dialogue aspirationnel entre le management et le top management, par exemple. Voilà. Après, sur cette base, on construit un plan d'intervention évidemment beaucoup plus détaillé. Mais voyez l'esprit. Voilà, je souhaitais, ça c'était un point important de la démarche, car cette philosophie est vraiment très particulière et d'expérience, ça a toujours interpellé et intéressé les personnes qui l'ont utilisé, notamment sur ce changement philosophique autour de l'humain à mettre au centre des réflexions.
Maintenant, je vais vous partager avec vous quelques méthodes qu'on a utilisées, outils sur la façon de mobiliser les équipes et le groupe. Alors, il y a des outils que vous connaissez qui sont assez classiques et par exemple, on va parler de l'entretien individuel, mais là, je vais le revisiter, vous montrer un peu comment on le twist pour le rendre là, dans notre cas, plus pertinent. Donc, dans la démarche, l'idée, ça sera de passer de l'individuel managérial à la mobilisation d'un collectif de managers. Voilà. Donc, au préalable, ce qu'on a toujours fait et ce qu'on vous recommande, c'est de cadrer, d'avoir une première phase d'échange au travers d'entretiens ciblés avec le management. Alors déjà avec le sponsor qui est souvent dans le top management, mais ensuite avec un groupe de personnes, ça peut être 5, 6 jusqu'à une quinzaine en fonction de la taille des équipes à mobiliser. Ce qui est important, c'est vraiment d'identifier des personnes qui peuvent avoir des points de vue assez différents, donc qui sont représentatives de l'entreprise et de ses activités. D'essayer un peu de savoir où est-ce qu'ils en sont, quand même, tâter le terrain par rapport à la data, par rapport à leurs activités. Ça peut vite prendre un peu de temps, peut-être 2, 3 heures pour un peu qualifier ces personnes, les choisir, et puis aussi se préparer à l'entretien par rapport à ce qu'elles sont. Ensuite, il y a un guide d'entretien assez classique, mais là, ce qu'on vous a invité à faire, ce que je vous fais comme retour d'expérience, c'est qu'avec le distanciel, on a fait un parcours sous Klaxoon, et c'est un outil qu'on a pas mal utilisé dans cette période de distanciel, et ça a vraiment porté des avantages. Alors, je vais revenir très rapidement sur ces entretiens individuels. L'outil Klaxoon, c'est un super support visuel et didactique, notamment même quand dans l'entretien individuel, il y a des phases où on les interroge un peu sur une dimension un peu créative autour de nouvelles activités ou de nouvelles offres. Il y a une facilité d'organisation hein, aussi avec les entretiens individuels. Il y a une dimension plus directe, plus fluide et avec de la discrétion. Des fois, les managers, certaines personnes peuvent être embarrassées de s'exprimer sur un sujet qu'elles maîtrisent mal, mais seules, elles ont plus de facilité à être libérées dans la parole. Il y a aussi, on évite aussi l'influence réciproque que peut avoir un groupe sur le message. En revanche, évidemment, c'est plus difficile de. Comment ça se fait? C'est bon. Attends. Je crois qu'il y a eu une petite Coupure. Ça a été momentané, tu sais où? Non, mais Tu l'as tout de suite détecté? ça y est, C'est revenu. D'accord. C'est à toi. Il y a eu une petite coupure terrain. Merci de me l'avoir signalé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que dans ce cheminement, Klaxoon aide à faire des mises en situation, faciliter les réflexions. Et le conseil que je vous donne, c'est que quand vous les mettez, les personnes dans des phases de réflexion, faites avec ce qu'elles peuvent donner en fait finalement. Hein. Et il y en a qui seront beaucoup plus matures et à l'aise. Il faudra prendre cette dimension-là. Ne les stressez pas trop sur le résultat si certaines sont moins avancées ou créatives ou en connaissance sur la data. Voilà. Moi, j'ai utilisé aussi une petite technique qui est l'utilisation de la baguette magique et de les faire réfléchir en se mettant dans la posture d'un magicien qui a une baguette magique. Et c'est assez décalé et ça marche plutôt bien, les gens se prennent au jeu. Pour aussi mettre les personnes dans l'ambiance et les aider finalement à être plus créatifs et stimulés et libérés, moi, je les ai fait travailler sur une posture de la définition rationnelle des choses à une définition métaphorique. Alors, ne vous attachez pas au contenu, c'est juste là, j'ai repris quelques illustrations qui avaient servi. Mais en gros, là, par exemple, j'ai joué sur le tableau des ombres chinoises.
Et voilà, ils nous ont sorti un ensemble de définitions. Et alors, l'avantage de cette technique, c'est elle sert un peu d'icebreaker en préambule des échanges. Elle donne la tonalité un peu de ce qu'on peut faire et de comment on veut fonctionner durant l'entretien. Et quand on fait une analyse auprès des différents retours, ça permet de faire des associations d'idées, d'avoir des expressions décalées sur le sujet. Il se trouve que là, on a pu arriver à la conclusion que ce soit de façon rationnelle ou métaphorique, finalement, la vision des choses, de la transformation à venir, était plutôt partagée et cohérente avec l'équipe managériale. Voilà. Maintenant, je vais passer à un tout autre outil qui est très intéressant et qui s'appuie aussi sur l'usage du collectif et qui nous a aidé beaucoup à cadrer les échanges autour de la façon d'exprimer de nouvelles techniques, de nouvelles offres, de nouvelles activités, la façon de se réinventer. C'est un sujet sur lequel on peut vite un peu se perdre. Et donc, pour guider les réflexions, avoir un cadre de réflexion, nous avons utilisé le business model Canva d'Alex Osterwalder. Donc, le business model Canva, c'est un cadre de réflexion qui permet de développer un nouveau business model ou de faire évoluer un business model existant. Voilà. C'est un Canva qui a l'avantage d'être visuel et qui couvre la chaîne de valeur, notamment de l'entreprise, en s'intéressant aux clients, mais aussi à la partie financière d'une organisation. Alors, à ce titre, Caroline va me lancer une petite vidéo qui vous explique très rapidement ce que c'est le business model Canva. Bon visionnage. Okay, as a first example, let's define the business model of Nespresso. What's the value proposition of Nespresso? Is to offer the best coffee at home, as good as the coffee in the best cafe in Roma. That's the idea. And this value proposition consists of mainly of two different products. The first one is the Nespresso machine, the other one are the capsules. They have two different distribution strategies for reaching the customers. First, for the machines, they use the retailers for reaching the households and eventually the businesses. And this generates a revenue coming from the machine sales. But most of this revenue goes directly to the machine manufacturers, which are key partners for Nespresso since the beginning. For the Nespresso capsules, the story is a little bit different. They use their own channels. They use the mail order for reaching the customers, or the website, or you can also find now, much more recently, the Nespresso stores that you have in most of the big cities in the world. And those channels is a key resource for Nespresso because they have this ability to reach the customers through those direct distribution channels. When you bought a machine, you have to come back to Nespresso for buying the capsule. So it means that you have a kind of lock-in strategy if you want. So it means it's much more difficult for you to change your company if you want to buy those capsules, because you have to buy the capsules of Nespresso to put those capsules in the machines. And you can reinforce this using, for example, the Nespresso Club for keeping the relationship with the customers. And you can have this kind of strategy because also you have on your resource size the patterns. And based on this, you have the repetitive sales coming from those capsules, which is the main revenue for Nespresso. This is for the
right-hand side, the value side of the business model. On the left-hand side, means on the backstage, if you want, you have different resources and activities. One of them is the coffee. You can reach the coffee, and so it means that you have some partnership with the coffee growers, which is normal for the Nestle business. And when you buy those coffee, you have to put that inside the capsules. So it means that Nespresso want to keep this manufacturing activity. So it means you have one of the main key activities, which is the production, and they have the production facilities able to produce millions of capsules per day. And it has a cost. You have some other activities which is related to the marketing and branding activity and branding resources, which has a cost. And the last activity is the distribution or the logistic, because you have to reach those customers with this direct distribution. So it means that you have the third activity, which is the distribution activity, which has a cost, which is the cost related to this logistics activity. This is the business model of Nespresso. Voilà, c'était une présentation très rapide du business model Canva. Donc, je vais reprendre la main sur la présentation. Alors, je vais vous demander aussi, s'il vous plaît, il y a un petit sondage que va lancer Caroline en même temps. Ouais. On est ambitieux sur l'animation de ce webinaire, donc sur le business model Canva. C'est juste répondez si c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous avez déjà utilisé. Très simplement, il faut retenir, c'est un outil qui est facile d'appropriation. Vous voyez, là, en 4 minutes, on peut quand même décrire le fonctionnement global. Et est-ce que je partage à nouveau l'écran? Oui, ok, attends. Partager. Hop. Je crois que ça revient. C'est bon. Qui est facile d'appropriation et puis qui maintenant s'impose depuis quelques années comme une méthode vraiment connue et utilisée à grande échelle. Donc, vous pouvez vraiment vous en servir comme outil de référence. Il faut juste savoir que nous, dans le cadre où on l'a utilisé, le twist qu'on y a mis, c'est finalement, une fois qu'on a défini le modèle Canva, c'est d'y ajouter une dimension autour de la donnée en disant, eh bien, très bien, maintenant que vous avez défini des idées de nouvelles activités, qu'est-ce que vous pourriez y associer comme levier autour de la donnée pour que ces nouvelles activités soient plus performantes ou tout simplement possibles. L'avantage aussi, c'est que ça permet de travailler avec des équipes et des contributions diverses, voilà, pluridisciplinaires. Tout le monde peut trouver sa place en fait dans le modèle. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en lien avec le cadrage qu'on a fait en amont, il faut tout de suite ne pas angoisser les équipes et les rassurer en leur disant que voilà, le résultat reste secondaire. On n'est pas là pour être dans une boîte à idées, un laboratoire. L'enjeu premier, c'est finalement que les gens s'approprient le principe de nouvelles activités avec l'usage de la donnée. Et ça, c'est très important finalement pour bien aborder ces exercices-là. À savoir aussi que la façon dont on peut l'utiliser et qu'on veut faire dans un collectif, c'est quelque chose qui peut se faire entre un grand nombre. Nous, on a utilisé sur une journée lors d'un business game le business Canva en mobilisant 550 participants qui étaient partagés en 110 groupes et tous ont travaillé sur le Canva et afin de faciliter les restitutions et les échanges et l'analyse ensuite et d'en laisser une bonne part. L'avantage, si vous décidez de le faire dans un format en ligne, mais en présentiel, c'est faisable aussi, c'est qu'on peut leur faire réaliser des vidéos et on a produit 101 vidéos qui résument ces business models et la partie innovante de leur réflexion associée à l'usage de la donnée. Voilà. Maintenant, je vais vous passer rapidement, parce que l'objet ne peut pas rentrer dans le détail, sur quelques modèles de restitution de ces idées.
qui ont interpellé et ont permis notamment d'avoir une certaine forme de pédagogie entre des usages et des nouvelles idées innovantes et l'association avec de la donnée. Nous avons représenté en fait des cas d'usage, des idées, des nouvelles activités dans une matrice. Donc, cette matrice, elle repose en ordonnée sur la dimension innovante de l'idée, de l'innovation, et en ordonnée sur la partie faisabilité en termes de données, dans lequel on en a profité pour reclassifier et faire de la pédagogie autour des typologies de data, des familles de données, les first party data, les secondary party et les third party. Alors la faisabilité, elle se faisait au regard de l'accessibilité d'un point de vue technique et organisationnel. Donc la first party, c'est les données qui peuvent être produites par l'entreprise, celles ensuite qui peuvent être produites par des tiers, fournisseurs, partenaires, et ensuite les third party qui appartiennent à des tiers qui sont spécialisés dans la gestion de ces données, mais qui ne les produisent pas forcément elles-mêmes. Ce qu'il faut noter aussi sur la partie du caractère innovant, c'est il faut le voir innovant au regard des pratiques sur le marché, au niveau des pratiques internes, et aussi, si vous n'avez pas le temps de rentrer dans une qualification fine, c'est de considérer et de aussi faire diminuer la pression en considérant que cette représentation n'est qu'une grille de lecture. Voilà. Si la représentation, l'opposition est un peu plus à droite ou à gauche, ce n'est pas important en fait. Voilà. On a aussi catégorisé les idées en fonction de nouvelles prestations ou bien d'activités liées à la connaissance marché ou à la performance des activités transverses. Si c'était des activités plébiscitées de nombreuses fois, c'était représenté de façon plus importante, et on a représenté aussi quand il y avait des débats sur la pertinence. Donc voilà ce que ça peut donner. Et donc là, c'était sur les activités considérées autour du cœur de métier de l'entreprise. Et vous voyez que certaines sont positionnées tout de suite en haut comme innovantes, mais devant s'appuyer vraiment sur des données éloignées de ce que peut produire directement l'entreprise. Ensuite, il y avait un autre volet sur les usages, et qui a vraiment encore… Le contenu n'est pas important, c'est juste de retenir que la position était vraiment marquée, qui se positionne complètement différemment, qui n'est pas forcément dans une dimension innovante, mais qui est nécessaire au support et à la croissance de ces nouvelles activités. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait aussi des activités qui s'appuyaient autour d'une amélioration de la performance opérationnelle, qui a une dimension plus transverse, et qui là, pour le coup, s'appuyait sur des données internes, plutôt first party, second party, et qui étaient vraiment très plébiscitées. Donc, ça a donné un éclairage très intéressant sur la disposition entre des idées, des innovations, des usages et l'usage de la donnée. Je le passe très rapidement, mais c'est pour vous montrer que aussi pour vulgariser la donnée et sa représentation, voilà, on a utilisé ce type de carte de données qu'on a construit avec les participants, et sur lesquels ceux-ci aussi se sont un peu positionnés en demandant d'y avoir plus facilement accès ou sous différentes formes suite au travail de réflexion qu'on avait initié avec eux. Le dernier point aussi une des dernières représentations qu'on a voulu faire, c'est de faire le lien entre les cas d'usage et de fait cette carte de données pour un moment toujours continuer à faire l'association entre la dimension de nouvelles prestations et la nécessité
de maîtriser différentes typologies et catégories de données. Alors là, on a une représentation qui est volontairement simplifiée et rendue accessible. C'était vraiment à des fins pédagogiques. Et derrière, il y a un travail un peu plus technique sur certains cas qu'on a identifiés qui utilisent un catalogue de données qui, pour le coup, est beaucoup plus détaillé avec une dimension un peu de qualification technique sur cette donnée. Dernier point sur lequel je ne vais pas m'appesantir, mais quand vous dialoguez aussi avec le management et dans des périodes un peu aussi de réorganisation, d'interrogation, ce dialogue-là sert aussi à faire de purge, c'est-à-dire les gens peuvent réfléchir plus facilement, s'exprimer plus facilement quand aussi ils se sentent libérés d'avoir exprimé des inquiétudes, des difficultés qu'il faut cadrer. Et nous, on a décidé de leur donner la parole libre et de le cadrer au travers d'un diagramme d'Ishikawa, un diagramme de cause, qui avait une représentation un peu aussi des challenges à mener au sein de l'organisation. Et c'est quelque chose qui a été très apprécié parce que une fois que ces sujets étaient entre guillemets cadrés, évacués, ils étaient beaucoup plus libres pour s'exprimer. Pareil, je vous passe le contenu, c'est pas très important, c'est de noter que ces méthodes-là marchent très bien dans ces contextes. Voilà, on arrive un peu sur la fin. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai essayé d'avoir un ton posé comme on me l'a conseillé. Et je pense que là, c'est utile et intéressant de parler aussi de quelques écueils, quelques difficultés que je rencontre couramment et là que aussi on a rencontré sur le terrain et qu'on a aussi réussi à surmonter. Alors, la première, c'est que souvent on arrive sur un terrain où il y a beaucoup de choses qui demandent à être faites, il y a une grosse attente, on va mobiliser des personnes et les personnes, les commanditaires ont tendance à être très ambitieux, voyez, et ils veulent un peu le beurre et l'argent du beurre, avoir et toutes les idées et la mobilisation en même temps, et ils n'ont pas souvent non plus en face d'eux des personnes qui sont suffisamment prêtes à accueillir ce type de démarche. Et c'est pour ça que justement cadrer avec cette logique humaine et de se dire mais est-ce que les équipes sont prêtes, où est-ce qu'elles en sont par rapport à ce que vous voulez faire avec elles, c'est très important. Et là encore, on s'est pris quelques pots de banane autour de devoir recadrer l'ambition. Et la logique de production, de livrable, de plan d'action, elle revient toujours. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est simplement vraiment, c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser. Il y a aussi souvent une confusion entre co-construction et participatif. Co-construction, par exemple, c'est beaucoup plus ambitieux que participatif et demander à avoir des démarches réellement co-construites, ça demande un niveau de maturité et de mobilisation qui souvent n'est pas réaliste. Avoir une dimension qui est plutôt participative, je m'approprie une initiative, je me positionne, j'interagis dessus, est beaucoup plus réaliste. Il y a toujours beaucoup de temps à prendre et à exploiter sur l'analyse de toute la matière des échanges, il faut le prévoir. Alors, il y a un piège aussi, c'est souvent ces exercices, quand ils sont bien réalisés, ils soulèvent des attentes et il faut arriver à y donner des suites. Alors, ce n'est pas forcément une roadmap, un plan d'action, tout de suite se lancer dans des grands programmes, mais c'est au moins communiquer, c'est au moins informer, c'est au moins faire des retours sur ces temps-là et ne pas laisser les choses retomber comme un soufflé. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, mais il faut le faire. L'importance aussi qu'il y ait une démarche un peu continue parce que c'est ces itérations qu'on provoque finalement qui font aussi gagner en maturité les gens, mais notamment aussi le sponsor, le top management. Et nous, on a vraiment constaté que c'est au bout de 2-3 échanges autour des mêmes thématiques que là, il y avait un changement des prises de conscience. Voilà, et vous avez vu, alors là, je suis passé assez rapidement dessus, mais ne serait-ce que sur l'aspect approche métaphorique, il y a des démarches décalées qui sont proposées pour stimuler la créativité, pour engager mieux les équipes. Il faut y aller progressivement, voilà, pour que dans des situations graves, la démarche soit bien accueillie et qu'on ne soit pas un peu
trop en décalage avec une situation ou qu'on trouve l'approche dans une dimension infantile des choses, alors que ce n'est pas du tout l'objet. Voilà pour les principaux points sur ce retour d'expérience. Et puis, je vous en prie, si vous avez des questions, des interrogations, c'est le moment. On a quelques minutes ensemble. Et alors, donc, du coup, je vais arrêter le partage et je vais aller dans… Alors déjà, je vais regarder vite fait les résultats des sondages. D'accord. Ah, ok, très bien, intéressant. Je vois que peu d'entre vous connaissaient le business model Canva d'Ostelwalder. Donc 75% ne connaissaient pas et il n'y a que 13% finalement qui l'avaient utilisé. Donc n'hésitez pas, hein, il y a beaucoup de ressources sur Internet. On vous en partagera quelques-unes intéressantes. Voilà. Puis si je peux vous renseigner un peu plus sur son usage, je serais heureux de le faire. N'hésitez pas à me contacter via le cabinet ou via mon LinkedIn. Alors, le chat. Nous avons des questions. Nous avons des questions. Alors, nous avons des questions d'Eric. Alors déjà, Eric te remercie pour ton intervention efficace. Merci Eric. Alors, Eric se demande, la mise en œuvre d'une culture de la donnée touche à un changement en profondeur. Comment intervenez-vous sur l'apprentissage à tous les niveaux, de la prise de décision à partir de la donnée spécifique au niveau? Alors, si je comprends bien, oui, il y a une question à un moment d'adresser aux différentes strates de l'organisation et utilisation de la donnée le bon niveau d'intervention. Là, on est dans une approche change plus classique, finalement, déjà d'arriver à mieux qualifier les différentes populations qui sont utilisatrices de la donnée, dans une dimension peut-être organisationnelle, hiérarchique. Là, on s'est concentré sur le top management et le management. Et nous, déjà, on se concentre là dans notre sujet à ce niveau-là, et on n'est pas rentré encore dans une dimension trop technique, mais il faut associer à ce moment-là, quand on va un peu plus loin, rentrer dans une dimension un peu catalogue de données, qualification plus fine de la donnée, et commencer à faire des échanges un peu par sous-groupe, par usage, à ces niveaux-là. Au niveau du management, avant que ces managers-là puissent être le relais. J'avoue que sur les dimensions plus basses et plus opérationnelles, nous, on n'est pas intervenu au-delà d'interventions un peu de communication et de formation qui s'apparentaient plutôt à des formations outils. Et c'est vrai que là, par rapport à ces deux retours d'expérience, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. J'espère que ça répond à la question. Nous avons une autre question d'Eric. Comment intervenez-vous sur le changement au plus haut niveau de vos clients? Changement de posture, délégation de l'analyse de la donnée, de la décision, protection des collaborateurs face aux premières erreurs de définition et d'utilisation de la donnée. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre à tous les points. C'est très précis. Alors, au plus haut niveau, alors voilà. Non, mais ça c'est intéressant. Changement, on va traiter. Déjà, c'est vrai que donc au niveau sponsor, hein, on est à un niveau CODIR pour là dans les deux cas, hein, c'était le DRH et puis c'était le DG de filiale. Dans le changement de posture, vraiment le travail là de cadrage initial était très important et vraiment cette posture autour de je m'intéresse aux équipes, où est-ce qu'elles en sont et où est-ce que je veux en les emmener et je me fixe un enjeu de mobilisation. Ça, il y a eu vraiment une prise de conscience. Ensuite, on s'aperçoit qu'à un niveau CODIR, des fois, ils sont soit plus en avance parce qu'ils ont été beaucoup briefés, ils ont eu beaucoup d'études ou une expérience prof qui sont assez avant-gardistes dans leurs idées, mais que ça ne descend pas dans la hiérarchie. Et en même temps, des fois, il peut y avoir un manque de maîtrise sur certains concepts. Là, il y a un travail un peu qui prend du temps, un peu de pédagogie et d'itération, justement pour
leur apporter quand on a identifié un peu les zones sur lesquelles ils doivent apprendre à vulgariser ou se rendre compte de ce qu'ils doivent vulgariser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a rencontré, qui est une prise de conscience. Un peu, ils sont des fois un peu trop dans leur bulle, quoi. Une autre question d'Éric, qui est Oui. une observation. L'usage de terminologie anglaise à répétition ne constitue-t-il pas un ennui pour les managers opérationnels que vous devez embarquer dans le projet? Ah, si, c'est très juste. En plus, on a vraiment eu le cas. C'est que on a beaucoup d'entreprises un peu hybrides dans l'utilisation de la langue. C'est-à-dire, il y a une langue du groupe qui est internationale, qui est l'anglais, qui va être prise de beaucoup d'anglicismes, de langage aussi de consultants ou techno. Et dès qu'on veut le faire descendre et que ça s'approprie aux managers qui eux-mêmes doivent le transmettre, il faut vraiment essayer de gommer tout ce langage qui rend abstrait en fait l'utilisation de la donnée. Et toujours Eric, qui a l'air Merci vraiment Eric. très intéressé par cette conférence. Eric se demande comment injectez-vous de façon durable une capacité à faire vivre la donnée, à l'interroger et à la réinventer à tous les niveaux pour adapter constamment la société en agilité. Alors là, on voit que en fait finalement la réponse elle doit être assez globale. C'est qu'on rentre vraiment dans une dimension de programme d'entreprise dans lequel toute l'organisation euh, doit, voilà encore un terme anglais qu'il faut arriver à se détacher quand on dit data centric, c'est vraiment qui a intégré dans sa façon de fonctionner, pour faire simple, l'utilité de la donnée, qui sait l'exploiter en termes d'utilisation un peu au quotidien, dans leur prise de décision, dans le contrôle de leurs activités, mais aussi dans la façon dont, un peu comme une respiration quand on médite, voilà, ou comme le sang dans le corps qui circule de façon naturelle, tout simplement parce qu'elle est devenue au centre de notre fonctionnement vital, un peu, voilà. Et, euh, et c'est ce décalage de transformation qui est quand même très ambitieux et qu'entreprennent les entreprises, et finalement d'où partent les équipes, sur lesquelles, chez Axis Consultant, on intervient et on développe nos expertises. Voilà, aussi. Il est 11h48. Je vois qu'on est toujours nombreux en ligne. Voilà, vraiment, je vous remercie pour vos attentions, pour vos questions, pour la participation au sondage. Vous voyez, c'est un outil qui marche et je m'aperçois de fait que ça a dû vous interpeller, qu'on a dû aussi passer rapidement. C'est une overview un peu sur ce qui peut être fait. Et vraiment, je suis disponible et avec grand plaisir pour vous donner un peu plus de détails sur la façon de s'y prendre, combien de temps ça met à mettre en œuvre, un peu plus finement l'utilisation de ces méthodes aussi. Et peut-être que les participants pourront avoir accès à ta présentation, Terence? Oui, tout à fait. Le support, je l'ai anonymisé pour qu'il soit mis à discrétion. Donc, c'est avec plaisir aussi que je le partage et vous pouvez avoir accès au replay si vous voulez faire des zooms sur certaines parties. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Je vous remercie encore pour votre présence et puis votre attention. Au revoir.